nom générique pour désigner quoi? Pour désigner des peuples aux besoins très très variés et qui ont comme unité, c'est pas une unité fondamentale, mais qui ont comme point commun d'être de manière aux besoins très divers des peuples métallurgiques. Et en effet, dans l'histoire, la question des peuples métallurgiques, de leur autonomie, de leur rapport avec d'autres types de peuples, me paraît quelque chose de fondamental. Leur rapport avec d'autres types de peuples, ça veut dire quoi? Ça veut dire évidemment les peuples impériaux d'une part, c'est-à-dire les peuples sédentaires, agriculteurs, travaillant eux-mêmes le métal. Mais sans doute, alors il faudrait distinguer toutes sortes de styles de métallurgie. C'est évident que les sédentaires impériaux ont une très très forte métallurgie. En ont sûrement même acquis une sorte de monopole. Mais ils se greffent sur des peuples plus directement métallurgiques. Je veux dire une chose très simple, c'est que beaucoup d'empires archaïques manquent de minerais. Ils n'ont pas de minerais. Et pourtant, ils ont une métallurgie très très élaborée. Mais par exemple, le Proche-Orient manque radicalement d'étain. Il manque radicalement de cuivre. Donc, il faut bien qu'il y ait des peuples métallurgiques d'une autre manière, qui soient à la fois des peuples de prospecteurs, d'extracteurs, et bien plus qui amènent le minerai dans les régions impériales. Donc quand on parle du problème du forgeron, vous savez, ça me paraît extrêmement compliqué parce que le forgeron, il y en a toutes sortes. Il y a un forgeron intégré dans les empires, il y a des forgerons tout à fait différents de ça. Alors comment les distinguer? Je me dis, et c'est ce qu'on avait essayé de faire une année, je crois l'année dernière d'ailleurs, on avait essayé de distinguer des sortes d'espaces sociaux. Des espaces sociaux. Et on avait essayé de définir d'abord une espèce d'espace impérial qu'on appelait un espace strié. Un espace strié qui était à la fois l'espace de l'agriculture et l'espace de la sédentarité. Puis on avait vu que les peuples nomades, ils n'existaient qu'à condition de développer, de dérouler un type d'espace très très différent. Et que ces espaces étaient déjà en conflit. Que les peuples nomades, ils se développaient, ils vivaient, et ils habitaient, au sens fondamental de habiter, alors au sens presque heideggerien de habiter, ils habitaient fondamentalement un espace lisse. Et que la question, c'était pas tant le désert, la steppe, etc. Mais si le désert, la steppe, et au besoin la mer, avaient beaucoup d'importance, ben, c'est parce que c'était des modèles de réalisation de l'espace lisse. Mais qu'en même temps, les choses étaient très compliquées, parce qu'un espace lisse comme la mer, c'est en même temps un espace que les États et que les empires vont strier très très vite. Et alors, de même que l'espace lisse se fait strier, ce sera la grande défaite des nomades. De même, l'espace strié peut redonner de l'espace lisse. Bon. Alors, bon, j'ai l'air de m'éloigner, mais en fait pas tellement, parce que ma question c'est, si l'on m'accorde que c'est même pas la question des tziganes, les tziganes ne posent que d'une manière particulièrement aiguë ce problème qui se retrouve dans l'histoire à toutes sortes de niveaux. Si l'on m'accorde qu'il y a des peuples qui sont sans doute les plus mystérieux de l'histoire, encore plus mystérieux que les nomades, qu'il y a des peuples qu'on peut appeler en gros ces peuples métallurgiques. Par exemple, dans la préhistoire européenne, il y a des peuples métallurgiques très curieux qui semblent avoir été déterminants dans la constitution de l'Europe. C'est ces peuples que les archéologues appellent Ovas Calis. Les peuples Ovas Calis, parce que dans leurs tombeaux, on a retrouvé, n'est-ce pas, on n'a même que ce point commun. On a des raisons de penser qu'ils sont racialement très très différents les uns des autres, mais bizarrement, ils ont comme une espèce de sigle commun qu'on retrouve dans tous leurs tombeaux, dans les endroits les plus divers. Ça va de l'Espagne, n'est-ce pas, à l'Europe de l'Est. Ils ont essaimé partout ces peuples dits Ovas Calis.
Et c'est des vases en forme de calice. Bon. Eh ben, je veux dire, alors, qu'est-ce que c'est? Si l'on s'accorde la catégorie, tout ça, ce serait à discuter. Si l'on s'accorde la catégorie, dont les tziganes peut être un exemple privilégié, la catégorie de peuple métallurgique. Si l'on dit si fort qu'ils se mélangent, tantôt avec les impériaux, tantôt avec les nomades, là, ça devient problème de politique à nouveau. Parmi ces peuples, il y en a qui font des espèces d'alliances avec les sédentaires impériaux. Alliance, déjà sous quelle forme? C'est très très compliqué. Il y en a d'autres qui font alliance avec des nomades. Par exemple, les nomades Touaregs ont des métallurgistes à eux. Des métallurgistes à eux qui semblent très très curieux, puisque les recherches ethnographiques et les recherches archéologiques proposent des hypothèses toutes intéressantes, que ces métallurgistes alliés aux Touaregs, alliés aux anciens nomades Touaregs, pourraient être ou bien des colonies juives d'Afrique, des descendants de colonies juives d'Afrique, ou bien des descendants des croisés, ou bien encore certains peuples d'Afrique, là, un peuple spécial d'Afrique. Mais enfin, si on essaie de trouver un espace propre, alors c'est entendu, en fait, tout ça se mélange. Vous avez des alliances entre nomades et sédentaires, entre métallurgistes et nomades, entre métallurgistes et sédentaires, impériaux. Mais l'important, c'est que ces alliances ne sont pas du tout du même type. Comprenez ce que ça veut dire? Il y a déjà un marché mondial. Dès la plus haute antiquité, il y a un marché mondial. Et avant tout, un marché mondial métallurgique. Évidemment, beaucoup plus métallurgique qu'agricole. Ce que la métallurgie amène, c'est la forme lingot. La forme lingot, elle est connue de toute antiquité. Et c'est quelque chose de fondamental. À mon avis, il faudrait montrer que la forme lingot, c'est pas la même chose, ni que la forme argent, ni la forme monnaie, ni la forme marchandise. Sans doute, c'est une marchandise. Mais le lingot, c'est la forme même du stock, avec possibilité de reprendre, de faire fondre, de refaire, avec l'idée d'un processus infini. On fera toujours refondre. Très importante cette forme lingot dans l'histoire. Or, il y a des caravanes qui amènent les lingots dans les empires, parce qu'eux, ils n'ont pas les minerais. Ils ont la métallurgie forte, ils n'ont pas le minerai. Donc ça suppose déjà. Or, le minerai, il n'aurait pas amené à l'état brut. Il y a toutes sortes de travaux, surtout dans le processus métallurgique, qui ne cesse pas de se travailler, de se défaire et de se retravailler. Alors ma question, c'est quels que soient les mélanges de fait dans l'histoire la plus ancienne, si on essayait de définir un espace proprement métallurgique, qu'est-ce que ce serait? L'année dernière, je proposais une idée très simple. Si on accorde en gros cette répartition, espace trié des empires archaïques, y compris la mer, ils strient la mer, les voies de navigation strient la mer. Espace lisse des nomades, soit de nomades de désert, soit de steppe, soit même nomades de mer. Comment définir en revanche l'espace proprement métallurgique? Notre hypothèse c'était, oui, il y a un espace très très particulier qu'on appelait l'espace troué. Et l'espace troué, c'est quelque chose de très très curieux. C'est par là peut-être que je vais répondre à ta question plus précisément. L'espace troué, vous comprenez en quoi est-ce que c'est ça l'espace métallurgique? Je veux dire, là, c'est au niveau de, comment dire, de la phénoménologie la plus sommaire. Faire des trous. Le métallurgiste, pas le travailleur impérial qui reçoit le minerai, mais le prospecteur, l'extracteur, le forgeron, qui travaille le minerai pour le réduire à la forme lingot transportable, ou pour en tirer déjà des objets, pour le compte des nomades ou pour le compte des sédentaires. Et bien, il passe son temps à faire des trous dans l'espace.
C'est un espace troué, ce qui fait évidemment beaucoup de difficultés. Supposez, là, il faut vivre les choses très puérilement. Un nomade dans son désert, chez qui on va faire des trous. Il n'aime pas ça forcément. Un sédentaire impérial, un agriculteur, chez qui on va faire des trous. Mais, voyez, c'est pas simplement une aventure, c'est un conflit entre des espaces sociaux peu compatibles. Ils ne sont pas contents. Au besoin, il faudra toute la puissance de l'empereur pour que les prospecteurs métallurgistes fassent des trous ici et là. Parfois, ce qui arrive le plus souvent, c'est que les grandes ressources minières sont en dehors des limites de l'Empire. Alors là, bon, ils font leurs trous dans les montagnes, mais avec quoi? Un espace troué, je crois que dans l'histoire de l'humanité, c'est un des points les plus fondamentaux, les plus importants. Si je cherche, moi je vois que ceux-là, c'est pas suffisant. 3, on se dit c'est toujours embêtant, il ne faut jamais en rester à 3. Mais les 3 espaces sociaux de base, quel que soit leur mélange, leur mixité de fait, les mélanges avec lesquels ils entrent, ça me paraît l'espace lisse, l'espace trié et l'espace troué. Et il n'y a aucune raison de dire lequel est premier. Encore une fois, l'espace lisse n'est pas moins artificiel que l'espace trié. L'espace trié, ça implique déjà, il me semble, c'est le produit. C'est le produit, alors, c'est quoi? Non, ça mélange des tas de choses. L'espace, par exemple, l'espace forestier, ça me paraît un espace trié de base. Pourtant, l'espace trié de l'Empire se fait par défrichement ou déboisement. Pourquoi? Parce que l'espace forestier, c'est un espace trié vertical, où il est très difficile d'assurer, comment dire, l'équivalence des dimensions dans l'espace. Ce qu'apporte l'agriculture par rapport à l'espace forestier, c'est un espace trié dans toutes les directions, c'est-à-dire l'espace homogène. C'est ce que j'essayais de dire l'année dernière. J'y arrivais peut-être pas, il faut attendre un an pour arriver à le dire mieux. L'espace homogène n'est pas du tout du côté d'un espace lisse, c'est pas du tout un espace lisse. L'espace homogène est le produit abstrait ou la représentation abstraite de l'espace trié. L'espace homogène, c'est un espace strié dans tous les sens, dans toutes les directions, de telle manière qu'un striage vertical peut être rabattu sur l'horizontale et vous obtenez un quadrillage complet de l'espace. Dès lors, c'est un espace équivalent dans toutes ces directions, dès lors, c'est un espace trié. C'est la représentation abstraite de l'espace trié. Tandis que l'espace lisse, lui, il n'est absolument pas homogène. Pas du tout homogène. Au contraire, ce qu'il définit, c'est la variabilité des directions. Le changement fondamental des directions, c'est bien qu'aucune direction n'est équivalente à une autre. Et qu'aucune détermination d'une direction ne peut être abattue ou traduite dans une autre. Bon, peu importe. Alors je reviens, un espace troué, c'est encore autre chose. Faire des trous dans l'espace, c'est une activité très très curieuse. Je crois que par rapport à l'espace, on a trois possibilités. 3 possibilités de base. Et si vous cherchez, vous, au niveau de... Vous pouvez vous dire si vous êtes un nomade, un sédentaire ou un métallurgiste. Rien que dans vos goûts. Tout ça est tellement... je veux dire, il n'y a même pas besoin de se demander est-ce que c'est la nature, est-ce que c'est l'artifice, parce que c'est les deux, évidemment, comme tout. C'est les deux, il n'y a aucune division là. Et je me dis, il y a 3 manières d'être dans l'espace, d'être à l'espace. Il y a une manière où vraiment, on occupe l'espace sans le compter. Je veux dire, on se considère soi-même comme multiple et on occupe un espace de manière tourbillonnaire. Je veux dire, le corps, un corps considéré comme multiplicité, occupe sans le compter un espace de façon tourbillonnaire. C'est la formule de l'espace lisse. Alors, qui fait ça? Mais ça peut être un vent, ça peut être une tribu, ça peut être des animaux. La question qui se pose même pas, vous comprenez. Et comment il occupe de cette manière tourbillonnaire? Par artifice ou par nature? Aucun intérêt ces questions. Bon, voilà.
Un espace est strié. Alors qu'est-ce que c'est l'espace strié? Vous pouvez à partir de là, il me semble, ou bien vous changez, vous inventez, si vous me trouvez un quatrième, un cinquième, un dixième espace, rien ne pourrait me faire plus grand plaisir. Je suis triste avec ces trois trucs, mais il faut en trouver à tout prix d'autres, il n'y a aucune raison qu'il y en ait trois. Un espace strié, vous le reconnaissez à quoi? C'est que cette fois-ci, il se rapporte à un corps considéré comme 1, qui occupe l'espace en le comptant, suivant des directions linéaires, c'est-à-dire en allant d'un point à un autre. C'est par là que je disais l'année dernière, un migrant, c'est pas un nomade. Un migrant, dans son concept pur, c'est quelqu'un qui va d'un point à un autre point, même si c'est pas le point où il va s'arrêter. Un nomade, c'est pas ça. C'est celui qui tient un espace non ponctuel, un nomade. C'est pas celui qui va d'un point à un autre. Alors, c'est bien, je dis pas du tout, et là, sentez que c'est vraiment dans mon cœur, je pense pas qu'il y ait un type d'espace qui soit mieux que l'autre. Mais vous serez une créature des espaces triés. Si vous vivez l'espace de cette manière, et si vous-même, vous vivez dans l'espace de cette manière, si vous vivez comme un corps 1 qui va d'un point à un autre, même si vous n'arrêtez pas de bouger, vous ne direz pas je suis un nomade, vous direz je suis un sédentaire. C'est aussi bien, hein, c'est aussi bien. Mais vous n'aurez pas le droit de dire, même si vous bougez tout le temps. Au contraire, un type qui ne bouge pas peut dire je suis un nomade. Il y a des nomades sur place. Il suffit sur place de se vivre involontairement, pas pour se faire plaisir, mais de vivre les choses plutôt comme ceci. On n'est pas un corps, mais le corps est une multiplicité, et qui même sur place occupe son espace, donc comme une multiplicité d'éléments animés d'un mouvement tourbillonnaire. C'est pas mieux que la conception sédentaire, c'est autre chose. Je dis à ce moment-là, vous êtes. Et bien plus, je rappelle, pendant que j'y suis, je rappelle le texte qui me paraissait si merveilleux l'année dernière, le texte de Toynbee, qui dit à propos des nomades, c'est la seule page très très intelligente que j'ai jamais lue sur les nomades. Il dit, mais vous savez, les nomades, c'est pas du tout des gens qui bougent, c'est des gens qui bougent pas. C'est des gens qui bougent pas, c'est-à-dire c'est des gens qui, alors que tous les autres peuples se tirent du désert, le désert croît, rappelez-vous, Nietzsche, le désert croît, et bien lorsque le désert croît, c'est-à-dire gagne à la fois sur la forêt et sur les terres cultivées, comme une espèce de coin là qui se développe, lorsque le désert croît, les peuples s'enfuient. Sauf ceux qu'on appellera les nomades, eux, ils ne veulent pas partir. Et donc, la seule manière de ne pas partir, c'est devenir nomade. Tenir la steppe, tenir le désert. Avec la variabilité des directions, enfin tout ça. Alors je reviens toujours, parce que j'ai l'air de traîner, d'éviter la question qui était posée. Je dis, si vous vivez un peu comme ça vos rapports à l'espace, alors vous pouvez être vraiment né dans la ville, je ne sais pas, n'avoir aucune ascendance nomade quelconque, tout ça. Et vous pouvez être un nomade. C'est évident qu'il y a des nomades de ville. C'est évident. Bon, et puis, il y a des sédentaires, bon, il y a tout ce que vous voulez. Alors, je dis, à quoi reconnaîtrez-vous que, même sans toucher à un bout de métal, vous êtes un métallurgiste? C'est pas difficile, oui. C'est l'espace des trous. Faire des trous dans l'espace. Alors, si c'est même pour trouver autre chose que de la métallurgie, vous pouvez vous le dire, même si vous le faites pour trouver autre chose que de la métallurgie, c'est que vous êtes en rapport avec quelque chose de métallurgique. Bien, alors, je veux dire d'où mon cœur se serre lorsque, par exemple, on pense à certaines interprétations psychanalytiques sur l'activité de faire des trous, où on ne voit pas très bien le lien avec vraiment ce qui est le plus important, ça va la constitution d'un espace. Or, qu'est-ce que c'est que ça? Faire des trous, c'est pas simplement faire du vide, hein. C'est trouver quelque chose qui existe dans les trous. Les trous, c'est pas un manque, c'est pas une absence. On appelle trou un certain type de réceptacle. C'est pour ça qu'il y a un terme fascinant dans le vocabulaire métallurgique de toutes les langues. En français, c'est gîte. Gîte.
c'est bien ce qui est dans le trou. Alors un espace troué, c'est pas un espace où manque quelque chose, c'est un espace tel qu'est rendu possible la découverte de ce qu'il y a dans les trous. Et ce qu'il y a dans les trous, c'est quoi? C'est avant tout le métal. Ou c'est peut-être d'autres choses. Mais cette autre chose, s'il est vécu comme étant ce qui est dans les trous, aura un rapport quelconque avec le métal. Alors bon, je saute sur la musique métallique. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le métallique dans ses rapports avec la musique. C'est plus important que chercher au niveau des mythes quel rapport il y a entre le forgeron et le musicien. Parce que le rapport qu'il y a entre le forgeron et le musicien, la musique tzigane, à mon avis, on ne peut y comprendre quelque chose que si l'on passe par certaines hypothèses sur l'espace métallurgique. Or, je dis, comment vivent les peuples métallurgiques? Là, c'est très... avec les mêmes choses sommaires, je voudrais dire. L'habitation, l'habitat sédentaire, c'est quoi? L'habitat sédentaire, bon, c'est bien connu, sous quelque forme que ce soit. Il y a l'habitat forestier, il peut être même sédentaire, demi-sédentaire. Il y a l'habitat forestier. Il y a aussi l'habitat, bon, ah tiens, je me dis pour compliquer les choses. Mais en plus, les métallurgistes, ils vont avoir toutes sortes de franges communes, non seulement avec les sédentaires impériaux, non seulement avec les nomades, mais aussi avec les peuples forestiers. Et pourquoi? Pour des raisons très simples qui sont les rapports du métal et du bois. Pour faire fondre, il faut du charbon de bois. Le lieu de l'entreprise métallurgique, c'est la frontière des forêts, la frontière des bois, parce qu'il faut bien qu'ils en aient du bois. Si bien qu'au niveau de l'habitat même, on trouvera des formes mi-forestières, mi-métallurgiques. Alors, qu'est-ce que j'appelle? Bon, là, je parle de l'habitat sédentaire, à vous de... Ça va du palais à la maison. Qu'est-ce que c'est l'habitat métallurgique par excellence? L'habitat métallurgique par excellence, c'est le trou. Le métallurgiste et le peuple métallurgique, à mon avis, je crois, et je crois que ça doit être confirmé, c'est les grands peuples troglodytes. Et je crois que l'habitation troglodyte a été fondamentale dans l'histoire de l'humanité. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Et actuellement, par exemple, des peuples aussi métallurgiques que ceux dont la Turquie actuelle descend. La Turquie est truffée encore de ces espèces de villes troglodytes. Il faut être particulièrement sensible et comme ému, mais politiquement ému, de l'espèce de réactivation qui se produit, ou par exemple, mais j'ai pas assez de renseignements du tout là-dessus, vous savez que la Turquie actuellement, non seulement est un des pays les plus en crise et qui va prendre dans notre histoire actuelle, qui va prendre le relais des... ça va être le prochain pays où quelque chose de fondamental va se passer, je suppose. Eh bien, la Turquie actuelle présente, comme beaucoup d'autres pays d'ailleurs, d'immenses bidonvilles. Or, en Turquie notamment, mais je ne crois pas que ce soit le seul cas, il y en a aussi des cas en Amérique du Sud, je crois, en Turquie, il y a d'immenses bidonvilles troglodytes. L'habitation troglodyte des Tziganes. Je signale alors, pour revenir à la question précise, qu'un des plus grands spécialistes des Tziganes, et qui était professeur au Collège de France, s'appelle Bloch, B-L-O-C-H. Et il a fait, je précise tout ça parce que vous connaissez tous la petite collection de Sège, qui évidemment est très très inégale. Mais de temps en temps, il y a un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre dans cette collection. Et c'est pas compliqué, c'est Bloch, qui je crois est vraiment un des hommes les plus profonds sur les Tziganes et les peuples métallurgiques, qui a fait le petit que sais-je sur les Tziganes. Or, il insiste beaucoup sur, il dit dès le début, dans mon souvenir, j'ai pas relu le texte, mais je crois que c'est vrai, que mon souvenir ne doit pas être faux. Il me semble qu'il dit beaucoup dès le début, il y a des Tziganes sédentaires, il y a des Tziganes nomades, et finalement cette distinction n'est pas absolument pertinente, appliquée aux Tziganes. Ça m'intéresse beaucoup, vous comprenez, parce que c'est comme si, mais c'est lui qui sait, je pouvais dire, ah ben oui, il me donne raison.
La distinction n'est pas pertinente, ça veut dire d'accord, il y a des tziganes sédentaires, il y a des tziganes nomades. Pourquoi elle n'est pas pertinente selon lui? Parce que de toute manière, ce qui compte, c'est les réunions des sédentaires et des nomades. C'est le système de communication entre les uns et les autres, les grandes réunions annuelles, etc. Et pourquoi? Parce que finalement, il y a quelque chose de plus profond pour eux. Ils ne sont sédentaires ou nomades que secondairement. Ce qu'ils sont avant tout, c'est troglodytes. Alors vous me direz, ben oui, mais à la limite, je peux très bien habiter une maison sédentaire comme si c'était un trou, c'est-à-dire comme si c'était un gîte. Je peux, qu'est-ce que ça veut dire, habiter une maison comme si c'était un trou? Alors, je reprends mon histoire de forestier métallurgiste. Les cabanes de forestiers métallurgistes sont très fascinantes. Moi, c'est là-dedans que j'aimerais vivre. Je voudrais être un forestier métallurgiste. D'abord, c'est mieux parce que c'est moins spécialisé. Alors, vous comprenez, lui, il a une cabane. Alors là, il est vraiment forestier. La cabane, c'est la chose du forestier. Mais c'est une cabane enfouie dans la terre. Alors avec toutes les intermédiaires, tantôt enfouis dans la terre à 1/3, à 2/3, ou bien jusqu'au toit. Vous me direz l'aération, l'aération elle est assurée, oui. Oui, il y a des cheminées, il y a des cheminées trous. Alors c'est très curieux ces cabanes, c'est ça qui me plairait, c'est là que je voudrais habiter. Alors demandez-vous, si vous voulez savoir votre manière d'être avec l'espace, il faut vous demander des choses comme ça, voyons, qu'est-ce que c'est? On pourrait faire un test, alors vous pouvez faire un palais à ce moment-là. Vous êtes du côté du despote, mais c'est pas mal, tout est bien. Si vous faites votre espèce de trou là, alors pensez, je ne sais pas si je l'avais cité l'année dernière, il y a un grand film, Eisenstein, La Grève. Dans La Grève, vous avez les images splendides d'un espace troué, fondamentalement. Vous savez, pour ceux qui se rappellent cette image, c'est un espace très beau, tout fait de trous. Et dans chaque trou, il y a une créature inquiétante, là, qui est plantée, qui sort à moitié. Là. Et la variété là, des positions des types qui sortent de leur trou, là, qui sont là comme une espèce de peuple qui sort. Là. Un peuple assez inquiétant. Alors, tous les thèmes y sont, qui sort du trou. Le métallurgiste, le mendiant, l'inquiétant. Alors, je veux juste terminer sur là-dessus. On demande, vous comprenez, la mythologie, c'est toujours la catastrophe. Et même l'ethnographie, à certains égards, c'est la catastrophe. Parce que tout le monde remarque que le forgeron, il a toujours posé des problèmes énormes. Et que les mythes montrent une espèce d'ambivalence du forgeron. On nous dit tout le temps, le forgeron, il est à la fois haï et respecté, vénéré. Ou bien tantôt haï, tantôt vénéré. Ou bien un peu des deux tout le temps, etc. On sent que c'est pas comme ça qu'il faut poser les problèmes. D'abord, quel forgeron? Le forgeron, par nature, il est double. C'est un jumeau. Quand Griaule étudie le statut du forgeron chez les Dogons, il montre très bien ça. Si le forgeron, par exemple, est craint, c'est pas du tout parce qu'il est impur, comme certains ethnologues essaient de l'expliquer, c'est parce que c'est pour une raison complètement différente, c'est parce qu'il est double. Donc parce qu'il peut s'épouser lui-même, parce qu'il est incestueux, parce qu'il est gemellaire. Et pourquoi il est gemellaire? Il a forcément deux têtes. Il a une tête du côté des nomades, une tête du côté des sédentaires. Et ça va de soi qu'il y a complicité entre les deux têtes. Qu'il y a des arrangements entre les forgerons de nomades et les forgerons de sédentaires. Sinon on ne comprend plus rien au trafic des armes dans le monde antique. Comment les nomades arrivent-ils à avoir le sabre chinois? Alors, l'histoire légendaire nous dit, c'est parce qu'il y a eu un déserteur chinois qui est passé du côté des Mongols. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme la bombe atomique, vous comprenez, pour se servir du sabre en acier et pour refabriquer, reproduire des sabres d'acier, il ne suffit pas d'une fuite de secret. Il faut toute une infrastructure. Il faut des forgerons, il faut une métallurgie. Alors, bon. Donc le forgeron, il est fondamentalement double, puisqu'il a un gîte chez les nomades, un gîte chez les sédentaires. Mais qu'est-ce qui permet de dire le forgeron, alors, s'il est double? La réponse, elle est toute simple, c'est parce qu'il est double secondairement,
sa spécificité en tant que forgeron, où qu'il soit, chez les nomades ou chez les sédentaires, c'est faire des trous et habiter un espace troué. Et dérouler, inventer un espace troué. Voilà, oui. Est-ce que j'ai répondu à la question? Toynbee, c'est son grand livre sur l'histoire. Hein. Alors il y a deux sortes, il y a un livre en 10, il y a une version en 10 volumes, elle est encore meilleure, mais pas traduite. Hein. Pas traduite, et il y a son gros résumé qu'il a lui-même fait, qui est traduit sous le titre L'Histoire, chez Gallimard. Qu'est-ce que tu disais? L'architecture des... Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui. Oui, 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 oui. Oui. Je ne peux faire que des approximations. Mais on en est tous là. Il me semble que quelqu'un qui a un rapport avec l'espace, et des espaces très dissemblables et assemblables à la fois, c'est Kafka quand même. Le terrier, toutes ces choses. L'espace troué chez Kafka. Oui, oui, oui. Là, je suis en train de me demander, est-ce qu'il y a du tzigane chez Kafka? La cantatrice, c'est un texte splendide. Joséphine, la cantatrice, c'est Itsou. Donc je suis sûr que c'est fantastique. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des formes d'espace trouées chez Kafka? Je sais pas. Oh, je trouve. Aussi, il faudrait penser aux peintres, comment les peintres procèdent. S'il y a des espaces troués en peinture. Je crois qu'il y a tout ça. Enfin, pensez-y, voilà. Bon. Alors, dites, il faudrait quand même, de toute manière, aujourd'hui, on termine hein, la politique et l'État, où qu'on en soit, on considère que c'est terminé. Alors, j'ajoute juste, je voudrais savoir, au 3e trimestre, ça va être les vacances de Pâques, là, au 3e trimestre, est-ce que vous avez des vœux? Oui. Sinon, je fixe, moi, ça. Oui, parce que... Moi, j'aimerais bien que, si tu avais envie de parler de l'abstraction chez Malvinet. Et puis aussi, je sais pas si c'est vraiment intéressant, mais aussi sur la théorie des ensembles flous en mathématiques. Ah oui, ah, ça, oui, alors, ça, oui. Oui. En effet, là, toi, tu vas dans une direction qui est très possible qu'on fasse, que vous me proposiez, dans la mesure où je peux, dans la mesure de mes compétences, que vous me proposiez un certain nombre de thèmes qui intéressent certains d'entre vous et que moi je traite soit un thème en 2 séances ou en 1 séance. Ça, on peut faire ça. Alors, toi, tu dis, oui, une théorie des ensembles dits flous. Ça, oui, bon, c'est possible. Le thème de l'abstraction en peinture est d'après un auteur actuel qui s'appelle Henri Malvinet. J'aimerais surtout ça. Ouais, ça, on peut. Il y a d'autres choses, parce qu'il faut que j'y pense pendant Pâques. Leibniz, pas Leibniz, pitié. Si, moi, j'aimerais assez faire... presque, ça permettrait de mettre au point 2-3 séances qui seraient une pure introduction à une lecture possible de Leibniz. Ça fait rien, ceux que ça intéresse pas, ils viendraient pas. Pour ceux que ça intéresse, alors je dis oui, voilà. On va faire ça. Donc, je me confie à vous pour le 3e trimestre. Et je ferai, au début, je ferai 2 ou 3 séances sur Leibniz. C'est ça. Alors, ceux qui suivraient ces séances à la rentrée, je leur demande, s'ils peuvent, c'est pas absolument indispensable, mais quand même, ce serait mieux. Leibniz, vous savez, c'est un auteur qui écrit des textes à la fois géniaux, mais une multitude de petits textes. Il multiplie les petits textes. Une grande partie de l'œuvre de Leibniz, c'est même des lettres. Ou bien alors des petits opuscules, comme on dit. Or, parmi ces petits opuscules, parmi les plus faciles à trouver, j'en cite 3, il suffirait que vous essayiez de parcourir un des 3. De l'origine radicale des choses, ces petits opuscules, plus ils sont petits, plus ils leur donnent des titres à lire. L'un s'appelle De l'origine radicale des choses. Un autre s'appelle, ça doit avoir, je sais pas, 20 pages. C'est pas dans le Leibniz qui est sorti en oublié, le roi Leibniz. Oh, certainement, si, oui.
L'autre s'appelle monadologie, traité de monadologie. Non, oh oui, c'est 40 pages. Et un autre, c'est les principes de philosophie. Pardon, principe de métaphysique. Principe de métaphysique. Alors, pas question, je ne vous dis pas du tout, il faut lire les trois. Hein. Je vous dis rien, je fais appel à votre conscience professionnelle. Il vaut mieux en lire un. D'autant part, c'est tellement beau. Alors, peu importe que vous ne compreniez pas. Hein. Je tiens beaucoup à ça. Non, c'est... La question, je vous assure, quant au texte de philosophie, la question, c'est pas du tout est-ce que vous comprenez. Parce que la question, c'est avant tout qu'est-ce qui vous convient là-dedans. Vous pouvez très bien sentir que quelque chose vous convient sans avoir encore compris. Et vous ne comprendrez que si vous avez d'abord saisi quelque chose qui vous convient. Dans cette manière, il a... c'est comme un peintre, il a son style. Si le style vous convient, c'est que vous avez quelque chose à faire avec. Bien. Alors, les petites feuilles jaunes pour l'UV, vous les prendrez à la fin et puis vous me les donnerez après, à partir de la rentrée, pour ceux qui veulent suivre. Donc, je termine très rapidement, parce qu'il y en a marre, tout ça, il y en a marre, je regrette ça. Toute cette histoire sur politique et État. Ah oui, on m'avait demandé de faire quelque chose sur l'idiot, c'est bien. Oui. Sur le thème de l'idiot, qui en effet est un thème très très important dans... Oui. Non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est qu'un idiot? Ouais. C'est magnifique. Et pourquoi que les Russes ont pris ça, ont donné au personnage de l'idiot cette dimension, alors qu'il vient du christianisme, ce personnage. Il a fait Mais ça? on n'est pas étudiant. Ah bon, là, alors. ça. Ah bon. Il a peut-être pas Ah bien bon? fait. C'est mon Ah non? Ah ben je savais pas ça. Ah ben dommage, un sujet. Bah s'il y en a déjà qui sont restés tout un semestre sur l'idiot, je veux dire les sujets sont si nombreux au monde, c'est pas la peine de se les prendre. Non, c'est pas que je dirais la même chose, mais c'est que... Enfin, non? Ah bon. Et toi tu as suivi? Eh ben tu dirais. Oui, On ferait un mélange. Hein? Enfin, on verra. Voilà, je signale donc pour enchaîner sur cette histoire politique et État, au point où nous en sommes que il y a matière dans le numéro d'hier de Libération, il y a un texte très intéressant, enfin pour nous, au point où on en était, qui est précisément quand je parlais du développement des formes de travail intérimaire, de sous-traitance, de travail précaire dans les pays du centre. Il y a un long texte que je trouve très bon sur l'organisation du travail de sous-traitance et du travail intérimaire dans les entreprises d'assaut. Alors je crois que ça correspond, ça va si bien avec ce qu'on essayait d'analyser que ceux qui l'ont lu, relisez-le. Et en effet, c'est assez curieux, parce que, enfin, non, j'ai pas le temps de revenir là-dessus. Mais par Bien. exemple, chez Hegel, il a fait une philosophie du droit, une philosophie de l'histoire, mais il n'a pas fait de philosophie politique. En fait. Il n'y a pas de politique chez Hegel. Donc politique. Est-ce Ouais. que vous avez vu le terme politique chez Hegel, une fois? Est-ce que j'ai vu le terme politique chez Hegel? Est-ce que vous voyez le juridique, vous voyez l'histoire, il n'y a pas le problème de la constitution politique. Non, en effet, c'est pas une notion hegelienne. Non. Pas les notions hegeliennes. Peut-être pas, je sais pas. Il n'y a pas un hegelien ici? J'étais un peu hegelien entre Qui c'est qui a des boutons? Bah alors. Alors vous vous rappelez que dans cette histoire politique État, on cherchait juste à indiquer comme des rubriques pour en finir. Et on avait vu une première rubrique, adjonction, soustraction d'action. Une seconde rubrique, la saturation d'une axiomatique, ou, plus précisément, la nature très particulière, la nature paradoxale de la limite, lorsque la limite est une limite immanente, c'est-à-dire une limite non pas rencontrée du dehors, mais produite par le système. Troisième rubrique, on a vu la question des modèles de réalisation dans une axiomatique, à savoir les modèles de réalisation dans une axiomatique mondiale du capital étant les États eux-mêmes.
D'où la question dans cette troisième rubrique, en quel sens peut-on dire que ces États, que les formes diverses d'États sont isomorphes ou non par rapport à l'axiomatique, avec dès lors toutes sortes de bipolarités, bipolarité entre les États du centre, seconde bipolarité entre État capitaliste et État socialiste bureaucratique, troisième bipolarité entre État du centre, État de la périphérie. Bon, on en était là. Je dis très vite quatrième rubrique. Cette fois-ci, ce serait par rapport à une axiomatique la question de la puissance. Et d'où vient cette question de la puissance? Elle est très différente des autres, c'est pour ça que c'est des rubriques, mais encore une fois, il faut en ajouter, on peut en mélanger. Je dis, c'est une rubrique différente parce que ce que je voudrais grouper sous le titre, la rubrique de la puissance, c'est finalement le rapport de cette axiomatique du capital avec une machine de guerre actuelle. Et pourquoi est-ce cela la question de la puissance? C'est parce que, au niveau de toute axiomatique, on nous dit bien que l'axiomatique est en rapport avec une certaine puissance qui la dépasse. Comme si elle dégageait elle-même, comme si une axiomatique avait fondamentalement affaire à une puissance qui la dépasse pourtant. Pourquoi est-ce qu'une axiomatique aurait affaire fondamentalement à une puissance qui se dégagerait d'elle et qui pourtant la dépasse? La réponse théorique, la réponse abstraite est relativement simple. C'est que toute axiomatique a nécessairement des modèles de réalisation dans ce qu'on appelle des ensembles dénombrables, que ces ensembles soient finis ou infinis, c'est-à-dire des ensembles dont les éléments sont dénombrables. Or, il y a des puissances qui renvoient à des ensembles non dénombrables. Exemple, l'exemple le plus simple, par exemple en mathématiques, c'est la puissance du continu. Je dirais par exemple que la série des nombres entiers, c'est un ensemble infini, ou la série des nombres entiers pairs, c'est un ensemble infini aussi. Mais c'est des ensembles infinis dénombrables. Tellement dénombrables que vous pouvez même dire que la série des nombres entiers est le double de la série des nombres entiers pairs. La puissance du continu, à savoir celle qui renvoie à l'ensemble des points sur une ligne, elle n'est pas dénombrable. Non. Bon, supposons comme ça fait l'objet de théorèmes dans l'axiomatique en mathématiques, supposons donc qu'une certaine puissance du continu échappe au traitement axiomatique et que pourtant d'une certaine manière la confrontation de l'axiomatique avec cette puissance soit comme inévitable, fondée dans l'axiomatique elle-même. C'est ça que j'appelle le thème de la puissance. Or, je dis une chose très simple, c'est ça un peu, si vous voulez, le rapport du capitalisme avec sa propre machine de guerre. Il me semble dans les conditions actuelles, pas de tout temps. Tout se passe comme si la machine de guerre moderne, enfin tout ça c'est des hypothèses encore, c'est pas tellement. Ça ne paraît plus, on va, puis il est temps vraiment d'arrêter. Tout se passe comme si, oui, la machine de guerre moderne, c'est-à-dire, mettons depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis la Seconde Guerre mondiale, mais il y avait des principes avant, il y avait des prémices avant. Tout se passe comme si elle s'était d'une certaine manière autonomisée, mais d'une manière très spéciale, c'est-à-dire comme si elle témoignait d'une puissance de l'axiomatique qui pourtant débordait l'axiomatique elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous rappelez toujours ces concepts de Clausewitz auxquels j'essaie de faire appel, parce qu'ils me paraissent très très éclaircissants pour comprendre quoi que ce soit au problème de la guerre. C'est que tout comme le capital, puisque ça on l'a vu la dernière fois, tout comme le capital, et c'est sans doute ça le lien le plus profond de la guerre avec le capital, tout comme le capital, la guerre a un but et un objectif. Et que les deux ne sont pas la même chose.
et que le but de la guerre, c'est le but politique poursuivi par l'État ou les États qui font la guerre. Tandis que l'objectif, c'est l'objectif immanent de la guerre, ce que Clausewitz définit comme renverser ou anéantir l'adversaire. Je dis que pendant longtemps, on pourrait presque définir les guerres pré-capitalistes comme ceci, en disant que dans les guerres pré-capitalistes, le but et l'objectif reçoivent une espèce d'accord, une mise en accord variable et assez bien déterminée. À savoir, la guerre la guerre en tant que guerre, poursuit son objectif, renverser l'adversaire, sous la condition d'un but, à savoir, on renverse l'adversaire pour obtenir telle ou telle chose, par exemple, pour conquérir une province, pour gagner un marché économique, il y a déjà des guerres commerciales, etc., etc. Et renverser l'adversaire, ça peut vouloir dire toutes sortes de choses, ça dépend à quoi on identifie l'adversaire d'après le but. Tantôt renverser l'adversaire, ce sera détruire l'armée ennemie. Tantôt renverser l'adversaire, ce sera... C'est-à-dire qu'elle fonctionne comme ça. Le premier signe de... À ce moment-là, la machine de guerre est bien prise dans l'appareil d'État. En effet, l'objectif qui renvoie à la machine de guerre est subordonné au but politique qui renvoie au but politique de l'État qui fait la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque la guerre a tendu à devenir totale? Je crois que l'on peut assigner en effet une tendance à la guerre totale dès le moment où le capitalisme s'empare de la machine de guerre et lui donne un développement matériel fondamental, puisque c'est même par là que les nomades, qui jusque-là étaient la machine de guerre autonome, c'est par là que les nomades vont être dépossédés et périr. Et bien, ce qui se passe, c'est que lorsque la guerre tend à devenir totale, en même temps, l'objectif et le but, il me semble, tendent à entrer dans une espèce de rapport de contradiction. Il y a une tension entre l'objectif et le but. Pourquoi? Ça se voit déjà avec Napoléon. Les grands éléments de la grande première mise en place d'une guerre totale, c'est évidemment les guerres napoléoniennes. Tout le monde le dit, c'est une banalité. Ça ne s'arrangera pas. La seconde grande étape d'une guerre totale, c'est la guerre de 14-18. La troisième grande étape de la guerre totale, c'est le fascisme. Et qu'est-ce qu'il y a de commun à ces trois étapes? C'est finalement, je crois, la déclaration d'une espèce de tension, de contradiction entre le but politique et l'objectif guerrier. Pourquoi? Parce qu'à mesure que la guerre devient totale, l'objectif, à savoir, suivant le terme de Clausewitz, renversement de l'adversaire, ne connaît plus de limite. L'adversaire ne peut plus être identifié à la forteresse à prendre, à l'armée ennemie à vaincre. C'est le peuple entier et l'habitat entier. C'est le peuple ennemi entier, en même temps que du côté du pays, de l'autre pays qui mène la guerre, qui fait la guerre. C'est le peuple entier qui est convié. Donc, l'objectif, renverser l'adversaire, devient tel que l'adversaire ne peut plus être identifié, assimilé à quelque chose de déterminé, mais devient la totalité du peuple ennemi, la totalité de l'habitat ennemi. À ce moment-là, autant dire l'objectif devient illimité. Et c'est ça la guerre totale. Vous voyez, c'est pour ça que les contresens qu'on fait parfois sur Clausewitz reposent sur un point très précis. Lorsque Clausewitz définissait l'objectif de la guerre par anéantissement de l'adversaire, certains trop hâtivement disent « Ah ben Clausewitz, c'est le créateur du concept de guerre totale ». Pas du tout. Anéantir l'adversaire, c'est ce que Clausewitz appelle non pas guerre totale, mais guerre absolue.
Et guerre absolue clausewitzienne, ça n'a rien à voir avec la guerre totale. Puisque la guerre absolue clausewitzienne, à savoir l'objectif, renverser ou anéantir l'adversaire, reçoit une figure variable d'après ce à quoi l'adversaire est identifié. Renverser l'adversaire, ça peut être encore une fois prendre une forteresse et puis c'est tout. Mais la guerre devient totale lorsque le renversement ou l'anéantissement porte sur la totalité du peuple ennemi et la totalité de l'habitat. À ce moment-là, l'objectif devient illimité. Pourquoi? C'est sans fin. Et je rappelle les textes qui me paraissent les meilleurs d'analyse du fascisme, mais d'une certaine manière, c'était déjà évident pour Napoléon. Lorsque, par exemple, Hannah Arendt ne cesse pas de dire ça dans son livre sur le totalitarisme, alors peu importe que pour elle, elle identifie totalitarisme et fascisme, mais ce qu'elle dit, à mon avis, ne vaut que pour le fascisme, et pas du tout pour le totalitarisme. C'est évident que le fascisme, on ne peut le définir que comme ça. Pas par un appareil d'État. L'appareil d'État, ça, elle le montre très bien dans l'analyse des institutions fascistes. C'est une espèce de façade. C'est une espèce de façade. C'est un bureau derrière lequel il y a toujours un autre bureau. Ce qui définit fondamentalement le fascisme, c'est le déclenchement d'un mouvement qui n'a pas d'autre fin que le mouvement. C'est-à-dire l'objectif illimité. Un mouvement qui n'a pas d'autre fin que le mouvement. Donc, qui n'a pas d'autre fin que sa propre accélération. C'est précisément le mouvement de la destruction absolue. Alors ça, c'est très très important dans le livre de Hannah Arendt. Ça a été traduit en français sous le titre, je crois, Le totalitarisme au seuil. Et ça recoupe tout à fait les analyses de Virilio sur l'État fasciste. Ça recoupe aussi des textes des lieutenants de Hitler ou de Hitler lui-même quand ils invoquent un mouvement sans destination ni but. Le mouvement sans destination ni but, c'est le mouvement de la destruction pure, c'est-à-dire c'est le mouvement de la guerre totale. Alors je dis juste à ce moment-là, vous comprenez, il y a comme une espèce d'autonomisation de la machine de guerre par rapport à l'appareil d'État. Et c'est vrai que le fascisme, c'est pas un appareil d'État. Bien plus, je dirais, pour compliquer les choses, mais ça va trop de soi. Il ne suffit pas que des militaires prennent le pouvoir quelque part pour qu'une machine de guerre s'autonomise. Dans les régimes totalitaires, à proprement parler, c'est souvent les militaires qui ont le pouvoir. C'est pas du tout un régime machine de guerre, pas du tout. Au contraire. C'est un régime totalitaire au sens où on a dit l'État minimum. Mais l'État fasciste, c'est tout à fait autre chose. L'État fasciste, c'est, et justement, c'est pas par hasard que les fascistes n'étaient pas des militaires. Un état-major, quand il prend le pouvoir, il peut faire un régime totalitaire. Un régime fasciste, beaucoup moins sûr. Un régime fasciste, c'est tellement une idée de tordu, c'est même pas les militaires, ça. L'état-major allemand, il a été, finalement, il aurait bien voulu le pouvoir, mais justement, Hitler l'a devancé. Alors, il y a pu y avoir tous les arrangements qu'on voulait. On ne peut pas dire que le fascisme soit une émanation de l'état-major allemand. C'est l'émanation de quelque chose de tout à fait autre. Or, c'est là qu'on voit une machine de guerre qui s'autonomise par rapport à l'État. D'où l'idée très bonne de Virilio, encore une fois, l'État fasciste, c'est un État suicidaire. Bien sûr, il s'agit de tuer les autres, mais on considérera sa propre mort, et c'est ça le thème vraiment fasciste de Vive la mort, on considérera sa propre mort comme le couronnement de la mort des autres. Ça, vous le trouvez, ça, en effet, vous le trouvez dans tous les fascismes. Le totalitarisme, c'est pas ça du tout. Hein. C'est beaucoup plus, comment dirais-je, c'est beaucoup plus petit bourgeois, le totalitarisme. C'est beaucoup plus conservateur. Enfin, peu importe, on a déjà vu tout ça. Je dis, tout ça, c'est un peu pour répondre à une question qui, d'une certaine manière, avec le recul des années, nous paraît de moins en moins évidente. Pourquoi diable les États-Unis ont-ils préféré s'allier à la Russie de Staline, à l'URSS stalinienne, plutôt que s'entendre avec Hitler? On se dit, après tout, une fois que c'est fait, on se dit, bon, c'est pas tellement évident au début. Ça n'a pas été tellement évident, même au niveau des Alliés, au niveau de l'Angleterre et de la France. Hein. Tout le monde sait à quel point il y avait un schéma politique intéressant, à savoir on lâchait l'Allemagne fasciste sur la Russie. C'était intéressant ça. Bon, ça aurait pu se faire.
À la question pourquoi finalement ce qui l'a emporté, ça a été la tendance à une alliance avec le régime stalinien plutôt qu'avec le régime hitlérien. Je crois que la réponse est relativement simple. C'est que les Alliés ont dû avoir, je suppose, l'impression assez vite que dans le régime fasciste, il y avait autonomisation d'une machine de guerre qui finalement était à la limite incontrôlable par le capital. Je suppose, hein, c'est une hypothèse comme ça, une hypothèse très abstraite, une hypothèse peut-être idiote. Et que finalement, le régime stalinien ou le régime socialiste bureaucratique était capable de donner au capital une sécurité et des garanties beaucoup plus intenses. Si vous voulez, c'est affreux à dire, il me semble, mais ce qui est affreux à dire, c'est que dans des mouvements fascistes, il y a un caractère de masse dont les pays capitalistes devaient se méfier beaucoup. Une espèce de mouvement de masse, de mouvement d'appel à une espèce de on vous aura, on tuera le monde et puis on se tuera après. Il y a quelque chose, il y a une espèce de machine, là, de mouvement pour le mouvement. Et un des points les plus forts dans le livre de Hannah Arendt, c'est lorsqu'elle montre que plus les nazis voyaient qu'ils allaient perdre la guerre, ils le sentent très vite, bien loin que ce soit pour eux un motif d'arrêter ou de modérer le mouvement, c'est un motif de le précipiter. Ils ne peuvent durer, ils ne peuvent repousser l'issue, à savoir la perte de la guerre, qu'en accélérant la guerre. Ils ne peuvent pas faire autrement. Si cette hypothèse est juste, ben je crois que c'est ça la raison la plus profonde pour laquelle les Alliés ont fait l'alliance. Avec le régime stalinien et pas avec le régime. Parce qu'à d'autres égards, ça leur aurait beaucoup plus plu de faire l'alliance avec le régime nazi. Donc voilà cette situation très très curieuse, où l'objectif de la guerre, quand la guerre devient totale, l'objectif de la guerre devient illimité et entre à ce moment-là en conflit avec les buts politiques qu'un appareil d'État jusque-là poursuivait à travers la guerre. Comment lever ce conflit? Ben, en effet, c'est ce qu'on disait, c'est ce que Virilio, il me semble encore une fois, analyse si bien, quant à la machine de guerre actuelle. Là où les fascistes aussi n'étaient que des précurseurs, là où les nazis n'étaient que des précurseurs, c'est que ils avaient constitué comme une espèce d'autonomie de la machine de guerre, avec tout un régime d'économie subordonné à cette machine de guerre, subordonné à l'armement, etc. Ils avaient fait tout ça. Mais ils avaient encore besoin que cette machine de guerre s'effectue dans des guerres. En d'autres termes, ils gardaient quelque chose de la vieille formule, à savoir, la guerre sera la matérialisation de la machine de guerre. Alors ce que je dis est très sommaire, à force d'essayer de tailler des notions, des concepts. Je ne veux pas dire qu'aujourd'hui ce ne soit pas comme ça. La machine de guerre aujourd'hui, ben, c'est évident, elle poursuit aussi des guerres. Elle a aussi besoin. C'est évident. On le voit tout le temps. Et je dis que quand même, il y a quelque chose qui a changé, elle n'en a pas besoin de la même manière. Je dirais, on tend vers la situation suivante, pour être prudent. On tend vers la situation suivante, où la machine de guerre moderne n'a même plus besoin de se matérialiser, ou n'aurait même plus besoin à la limite de se matérialiser dans des guerres réelles, car ce serait elle-même, la machine de guerre, qui serait guerre matérialisée. En d'autres termes, la machine de guerre n'a même plus besoin d'avoir pour objet des guerres, puisqu'elle découvre son objet dans une paix de la terreur. Elle a conquis son objet le plus ultime, adéquat à son caractère total, à savoir la paix. Ce qui implique quoi?
Évidemment, ce qui implique toutes les visions catastrophiques, apocalyptiques d'aujourd'hui. Alors ne me faites pas dire qu'il n'y a plus de guerre. Bien sûr, il y a encore des guerres, mais ces guerres sont devenues des parties de la paix elles-mêmes. Et qu'est-ce qu'a voulu dire le concept de guerre froide, sinon ça? Le concept de guerre froide a signifié, il me semble, explicitement, l'état d'une machine de guerre qui, pour des raisons quelconques, ne tendait plus à se matérialiser, sauf par accident toujours possible, disait-on, ne tendait plus à se matérialiser dans une guerre réelle, mais était en elle-même et par elle-même une guerre matérialisée, ce qui faisait dire déjà à beaucoup d'auteurs américains depuis très longtemps, mais la Troisième Guerre mondiale, nous y sommes, elle a déjà commencé. D'où toutes les remarques de Virilio à cet égard me paraissent justes lorsque Virilio assigne et donne les caractères suivants. Cette nouvelle machine de guerre que j'appelle la puissance, donc. Voyez son rapport avec le capitalisme. À la fois comment le capitalisme ne la contrôle pas et comment en même temps le capitalisme est en rapport fondamental avec elle, en rapport de confrontation fondamentale avec elle. Là, les caractères signalés par Virilio, encore une fois, c'est cette machine de guerre-là prend pour objet la paix et non plus la guerre. Dès lors, c'est tout le thème de l'ennemi, deuxième trait, c'est tout le thème de l'ennemi qui change. L'ennemi devient l'ennemi quelconque. Et là, c'est vraiment une notion axiomatique, celle de l'ennemi quelconque. Cette machine de guerre acquiert un pouvoir de capitaliser, comment dire, un savoir, et pas seulement un savoir, une puissance scientifique et technologique pratiquement illimitée. D'où la tendance à ce que les distinctions même entre la guerre et la paix s'atténuent, tendent à disparaître. D'où enfin le phénomène général de la militarisation des fonctions civiles, notamment par assignation de l'objet quelconque, qui est n'importe qui, n'importe quoi. Ça peut être aussi bien des sauterelles sur un écran de radar que 3 Indiens à la file, qu'une fusée, que tout ça. Là, il y a un curieux truc de troglodyte. Alors, je me dis, dans les métiers modernes, oui, sous-marins atomiques, qu'est-ce que c'est que ces types qui vivent là, qui ont comme gîte le sous-marin? Et quels yeux ils ont? Ah oui, regarde les radars, où ils voient les choses comme des espèces de nuées à interpréter. Bon, c'est-il des crabes ou c'est-il des ennemis qui arrivent? Bon, à la limite, c'est l'ennemi quelconque. Bon, bien, voilà. Voyez, voilà tout ce que j'essaierai de grouper sous cette 5e rubrique. Et en effet, en quoi cette machine de guerre, c'est l'équivalent d'une sorte de puissance du continu. C'est qu'au niveau de cette machine de guerre, et là je pense encore une fois à des textes de Paul Virilio qui expliquent ça, qui développent ça très très bien, c'est que tous les points de l'espace, si distants qu'ils soient, sont mis en contact. Sont mis en contact, c'est-à-dire tous les points de l'espace existent en voisinage topologique. Si distants soient-ils physiquement et géométriquement, ils sont en voisinage topologique. C'est ce qu'on appelle l'âge de la guerre nucléaire. Or, c'est évident que si la guerre nucléaire nous est présentée comme une espèce de limite d'apocalypse, etc., c'est presque au sens. Il faudrait confronter, si vous voulez, ma rubrique 4, la puissance, et la rubrique 2, saturation. Puisque l'apocalypse de la guerre nucléaire, c'est exactement la limite. Ça correspond tout à fait à la limite de notre autre registre, du registre 2, concernant la saturation. C'est une limite immanente. Si elle prend l'aspect apocalyptique, c'est parce que, d'une autre manière, en deçà de la limite, elle s'exerce comme telle déjà. Elle s'exerce entièrement comme telle, elle ne cesse pas de repousser sa limite. Mais en même temps, c'est elle qui trace la nouvelle carte du monde, qui en effet est une carte qui n'est plus du tout une carte géographique, mais une carte topologique. Avec mise en contact des points les plus éloignés. Bon, voilà. Alors, ça marche très bien. Ouf, quelle heure il est? Je vais peut-être être forcé d'arrêter avant. Quoi? Midi moins... Ah non, bon. Alors, bon. Alors,
À ce point, il semble que tout aille pour le pire. On se dit, on a beau regarder nos registres, si vous êtes nos articles. Article 1, ben, c'est pas fameux. Si on a le choix entre totalitarisme et social-démocratie, c'est pas la joie. Article 2, la saturation, cette espèce de limite sournoise là, qui s'éloigne à mesure qu'on s'en approche et qui est sécrétée par le système. C'est pas gai, c'est pas... L'isomorphie des États comme modèle de réalisation d'une même axiomatique, c'est désespérant tout ça. La puissance d'une machine de guerre de ce type qui a même plus besoin de guerre parce qu'elle est elle-même guerre matérielle, guerre matérialisée, c'est encore plus triste. Hein. Donc c'est pour ça que j'avais prévu la possibilité qu'on aille se coucher là, si l'heure avait été. Mais maintenant, il reste évidemment, c'est beaucoup plus dur, les articles susceptibles de nous apporter l'espoir. Eh bien, vous voyez, ça, c'est... j'ai presque l'impression, là, j'ose pas vous dire, parce que c'est à vous de fabriquer vos espoirs. Alors, j'essaie juste de dire... Bon, voilà, je vous dis, vous comprenez, encore une fois, tout ce qu'on a essayé de faire, là, ça avait une règle très, très modeste. Hein. C'est pas parce qu'on essaie... je ne crois pas, en tout cas moi je ne suis pas doué pour, c'est pas parce qu'on essaie de penser mondialement qu'on est plus prétentieux que local. C'est évident que les problèmes politiques aujourd'hui, ben, ils sont mondiaux. Hein. C'est pas plus dur de penser mondialement qu'au niveau de son village. Hein, parce que, encore une fois, c'est un des points là, il faut rendre hommage à Régis Debray sur ce point, parce que je crois qu'il est un des seuls à le rappeler avec obstination. Hein. Ça ne veut vraiment rien dire de parler de l'Europe aujourd'hui si on ne tient pas compte des économies sujettes, de tout ce que les régimes européens supposent comme asservissement du tiers-monde, asservissement, etc. Et tous les problèmes, quels qu'ils soient, des problèmes d'école en France, renvoient à des déterminations mondiales. C'est trop évident, ça. Donc penser mondialement, c'est même pas un effort particulier. Alors, je dis, moi je propose un 5e article comme ça. 5e article, toujours dans mon souci d'insister sur ce parallélisme axiomatique ou cette coprésence axiomatique capitalisme. Je dirais, chacun sait, vous vous rappelez, on l'avait vu quand on s'était intéressé à ce que c'est qu'une axiomatique en sciences, justement pour pouvoir arriver à ce tableau. J'avais insisté là-dessus, c'est que une axiomatique ne se confronte pas seulement à une puissance supérieure, du type puissance du continu, ça on vient de le voir, mais elle se confronte aussi à des types de propositions très particulières que les axiomaticiens ont appelées, contraints et forcés, des propositions indécidables. Alors c'est ça, c'est la première petite chose d'espoir pour moi, c'est que l'axiomatique capitaliste, ou le capitalisme comme axiomatique, ne cesse pas d'engendrer des propositions indécidables. Et des propositions indécidables, on va voir ce que c'est. C'est pas du tout des propositions devant lesquelles on reste comme ça, en se disant, ah bon, qu'est-ce qu'on va faire? C'est des propositions qui sont l'objet direct de toutes les entreprises, je ne dis pas le triomphe certain, mais qui sont l'objet direct de toutes les entreprises et de toutes les positions révolutionnaires. En effet, qu'est-ce que c'est alors dans ce misérable parallèle? Qu'est-ce que c'est dans une axiomatique, les propositions indécidables? Supposez que dans une axiomatique quelconque, vous vous heurtiez, pour des raisons, peu importe, j'ai essayé de les dire très brièvement, je ne reviens pas là-dessus, vous vous heurtiez à des propositions dont vous ne pouvez pas démontrer qu'elles soient vraies ni fausses. Des propositions qui concernent ce domaine et vous ne pouvez pas démontrer qu'elles sont vraies ni fausses. Elles appartiennent au domaine et il y a indémonstrabilité. Très embêtant, car ces propositions ne sont pas des axiomes et ce ne sont pas non plus des théorèmes, puisque un théorème, c'est fondamentalement une proposition dont vous démontrez qu'il est vrai ou qu'il est faux en raison des axiomes de l'axiomatique correspondante. Et en fonction des axiomes, là, en fonction des axiomes de l'axiomatique correspondante, vous ne pouvez pas. La proposition est indécidable. Or, être vrai ou faux, ça semble être une exigence de tout savoir ou de toute compréhension, bien connue sous le nom de tiers exclus. À savoir,
une proposition est vraie ou non vraie. Ou entre le vrai ou le non vrai, il n'y a pas de tiers. Une proposition indécidable, je dirais qu'elle fait l'objet d'un tiers inclus. Si bien que ma 5e rubrique, je peux l'intituler, ou mon 5e article, je peux l'intituler, là, par rapport à l'axiomatique du capital, le tiers inclus ou les propositions indécidables. Ben, qu'est-ce que ce serait? Et je dis qu'encore une fois, les propositions indécidables, elles ne sont que très relativement indécidables, puisqu'elles font l'objet ou elles constituent la matière de toute entreprise, donc de toute décision révolutionnaire. C'est précisément le fait qu'elles soient indécidables par rapport à l'axiomatique qui les fait appartenir à un tout autre système que l'axiomatique. Et être justiciable de tout autre procédé que ceux de l'axiomatique du capital. Alors l'axiomatique du capital, il pourra toujours essayer de les traiter, je dis, il pourra toujours essayer de constituer des axiomes qui renvoient à ces propositions, oui. Ou bien, une autre manière dont il pourrait les traiter, et ça expliquerait peut-être cette histoire un peu obscure de la puissance qu'on vient de voir tout à l'heure, c'est l'extermination. Leur appliquer la puissance de destruction qui ferait que leur objet n'existerait plus. Mais voilà que pour des raisons ou pour d'autres, les deux procédés par lesquels l'axiomatique pourrait récupérer ses propositions indécidables ou tiers inclus ne marchent pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'on a beau ajouter des axiomes, il y a un certain type de propositions, les axiomes ne mordent pas dessus. C'est comme ça. On va voir, je n'ai pas encore essayé de dire ce que c'est que ces propositions. Ou bien alors l'autre cas, on pourrait leur appliquer la puissance de destruction à l'état pur, c'est-à-dire la machine de guerre. Bon, tout ça, comme ça, on n'en parle plus. Eh bien non, pourquoi? Parce que même le phénomène fondamental de l'axiomatique moderne, à savoir l'existence des camps, ça n'a jamais apporté de solution définitive du point de vue de l'axiomatique. Je veux dire, les camps multiplient les gens à y enfermer plutôt qu'ils ne les suppriment. De même que la faim organisée, la famine organisée multiplie les affamés plus que ça ne tue les gens. Ça fait les deux. Ça tue les gens et en même temps, ça les multiplie étonnamment. Les camps, ça me paraît une évidence. Loin que ça apporte ce qu'on appelait une solution radicale à tel ou tel problème, à savoir plus de juifs, plus d'homosexuels, etc. Bizarrement, ça fait essaimer les victimes. Si le monde entier devient un unique camp, c'est la réponse de la puissance, oui. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Est-ce que c'est possible? Oui. C'est possible, oui. Je me dis, qu'est-ce qui fait penser que ce serait une fausse conception qu'il faudrait, si tu veux, pour pouvoir dire, eh bien c'est tout simple, après tout, ils n'auraient qu'à faire du monde entier un unique camp. Ça ne serait possible que si l'on ne tenait pas compte de cette nature très particulière de la limite. Le monde entier comme seul et unique camp, ce serait bien la limite. En effet, à ce moment-là, il n'y aurait plus tellement de problèmes. Mais il se trouve que tout le mécanisme de la limite, du point de vue de cette axiomatique du capital qu'on vient de voir, c'est une limite qui ne cesse pas d'être produite pour être en même temps perpétuellement repoussée. C'est en vertu, moi il me semble, là je répondrai à cette question, dont je comprends bien le sens, c'est une question presque toute logique. Je répondrai, oui, ça ne serait possible que si la limite n'avait pas la nature qu'on a essayé de voir tout à l'heure, et que Marx déjà annonçait comme la limite du capital. Mais enfin, on ne peut rien exclure. Hein. À ce moment-là, il n'y aurait plus d'espoir. À ce moment-là, on arrêterait. Voilà. Il y en aurait encore deux. Pas sûr, parce qu'il pourrait dire il y a bien des chances pour que, dans un certain laps de temps, la situation du centre et la situation de la périphérie se relativisent de plus en plus. Ça, j'y crois fort. C'est ma seule différence. J'ai tout appris, moi, quant à ces problèmes de Samir Amin. Mais ma seule différence, ce qui ne me convainc pas dans la thèse de Samir Amin, c'est que les actuelles différences de la situation tiers-monde et de la situation centre, dans la grande opposition centre-périphérie telle qu'il en brosse le tableau politique et économique,
elle me semble s'estomper de plus en plus ou être appelée à s'estomper. Ça, on va se retrouver dans un système périphérie-centre d'une toute autre nature. Chez Samir Amin, je veux dire, la distinction centre-périphérie joue encore dans des conditions étroitement géographiques. Je crois qu'elle est appelée, c'est peut-être vrai encore, mais qu'elle est appelée à perdre cette détermination géographique localisée. Alors ce que je veux dire, c'est si donc on suppose bon, je veux dire, arrivons-en à la question quand même importante. Alors qu'est-ce que c'est ces propositions indécidables, ou plutôt sur quoi portent-elles? Ben, vous vous rappelez, là je peux aller vite parce que c'est juste des espoirs, donc on ne parle pas des espoirs. Vous vous rappelez qu'à propos des empires archaïques, on avait essayé de dégager une espèce de loi. On disait l'empire archaïque, c'est un appareil de surcodage. Il surcode les flux. Bon. Et bizarrement, et là on m'avait fait des reproches d'ailleurs très justifiés, mais ça fait rien, on avait essayé de dégager un mouvement, un vecteur. Et on disait ce qu'on peut comprendre vaguement, comme ça je ne vais pas réanalyser ces points, on était arrivé à dire oui mais attention, lorsqu'un appareil de surcodage, c'est-à-dire qu'il s'installe au-dessus des codes territoriaux, lorsqu'un appareil de surcodage s'installe sous forme d'un appareil d'État impérial, oh, ça sent la drogue, hein. J'ai eu une bouffée, hein. J'ai eu une bouffée. Ouais. Oui. Alors, eh bien, oui. Quand un appareil de surcodage s'installe, hein, eh bien, autant, sans doute, il surcode les flux. C'est-à-dire aux codes territoriaux, il ajoute un autre code qui est le surcode impérial. Et on disait, mais par là même, il va susciter quelque chose d'absolument nouveau, à savoir comme une sorte de fluxion des flux décodés. Il ne surcode pas les flux codés sans faire couler aussi des flux décodés qu'il suscite lui-même. Et on avait essayé de l'analyser au niveau précis de comment se forme la propriété privée dans l'empire archaïque. Si vous vous rappelez ça, je veux dire, c'est pas le même vecteur et pourtant il lui ressemble beaucoup. Celui que je voudrais proposer maintenant. En effet, il ne s'agit plus des empires archaïques, il s'agit de l'axiomatique du capital. Et je dis tout ça, tout juste, tout simplement, je dis, eh bien, il y aurait presque un vecteur équivalent. À savoir, vous vous rappelez que l'axiomatique du capital, on l'avait définie comme une conjugaison généralisée des flux décodés. Ça c'est très important, notamment des deux grands flux décodés de base, à la base du capitalisme, à savoir le flux de travail et le flux de richesse. Deux flux distincts. C'était la conjugaison, ils se décodaient sous forme de la richesse abstraite et du travail indépendant. Le capital, c'était la conjugaison de ces flux décodés en tant que décodés. Bien. Mais je dirais maintenant, si l'axiomatique est une conjugaison générale de flux décodés, l'axiomatique n'opère pas cette conjugaison sans faire couler en même temps. Et sans susciter. Et sans à la limite créer elle-même, se susciter, s'opposer à soi-même. Des flux qui échappent à la conjugaison. C'est-à-dire qui ne se laissent pas axiomatiser, qui ne sont pas axiomatisables. Qu'est-ce que c'est les 4 grands flux rebelles? Il n'y a qu'à voir les déclarations des grands capitalistes, ils le disent tout le temps, par exemple le discours de McNamara à la Banque mondiale, tout ça, ils reviennent tout le temps là-dessus, les 4 grands flux, n'est-ce pas, qui sont vraiment de nature indécidable du point de vue de l'axiomatique capitaliste, c'est flux de matières premières, flux de matières alimentaires, flux de population, flux d'urbanisation bidonville. Il faut s'entendre, en quel sens ils ne sont pas contrôlables. Ça veut dire, en vertu de la nature de la limite
la limite immanente que le capitalisme crée, quitte à la déplacer constamment. Ces flux-là, sont toujours à la tangente de l'axiomatique du système et de quelque chose d'irréductible. On n'arrive pas à les axiomatiser. C'est fondamentalement des propositions qu'il faudra appeler des propositions indécidables. Pourquoi? Parce que c'est le système du capital qui les produit, c'est lui qui les produit exactement comme la faim au Brésil, telle qu'on l'a vu d'après Linhart la semaine dernière. C'est le système qui les produit, mais qui les produit comme sa propre limite. Il est produit comme sa propre limite, si bien que il résiste à l'axiomatisation. Alors là, il y a vraiment quelque chose d'indécidable. Qu'est-ce que ça va vous dire, ça? Il y a quelque chose d'indécidable en quel sens? C'est qu'à ce moment-là, le capitalisme ne peut les récupérer perpétuellement que par des espèces de bons. On l'a vu, c'est l'espèce de formule, c'est la loi. Dépréciation du capital existant par rapport auquel ces flux n'étaient pas domptables, création d'un nouveau capital qui va tenter de se les approprier ou de les contrôler. Mais à peine la nouvelle création de capital s'est faite que quelque chose suit à nouveau. Donc ces propositions indécidables, je dirais, c'est les lignes de fuite du système. Et je rappelle juste ce qu'on a vu à d'autres années, qui est, si vous voulez, le point où, un des points où je me sentirais vraiment mal à l'aise dans une pensée marxiste classique, si vous voulez, c'est que pour moi, encore une fois, un système ou un champ social ne se définit pas par ses contradictions. Vous me direz, c'est presque pareil, mais pas tout à fait. Pour moi, il se définit fondamentalement par ce qui fuit là-dedans, par ses lignes de fuite. Alors, à mon avis, les lignes de fuite, c'est pas tout à fait la même chose. C'est même pas du tout la même chose que les contradictions. Or, l'axiomatique du capital n'opère pas cette conjugaison des flux, sans en même temps susciter des flux qui ne cessent pas d'échapper. Alors, encore une fois, c'est 4 niveaux. Et ce n'est pas la recréation du capital, ce n'est pas la recréation d'un nouveau capital qui va arriver au contrôle des flux, car la recréation du capital va porter son axiomatique sur un type de proposition particulier, qui lui va être axiomatisé, par exemple, l'industrie nucléaire, très bien. Mais à travers ça, quelque chose d'autre va fuir. Alors ces lignes de fuite, évidemment, c'est, je dirais, à la limite, la formule révolutionnaire, ce serait quoi si on rêve? Formule révolutionnaire, si vous accordez là, c'est juste pour fixer des notions, quoi, des termes, hein, pour arriver à une espèce de minimum de rigueur uniquement dans les mots. Je dirais, si vous m'accordez que l'axiomatique, c'est vraiment conjuguer les flux, c'est la conjugaison des flux, ou la conjonction généralisée des flux. Je dirais, il faut distinguer la connexion et la conjugaison et même les opposer. Aux conjonctions axiomatiques, il faut opposer les connexions. Les connexions, ce sont les rapports, alors il faudrait définir ces types de rapports, les rapports éventuels entre flux indécidables. Qu'est-ce que ça voudrait dire, ça, établir des rapports entre ces flux qui ont en commun de tracer des lignes de fuite dans le système, et qui peuvent être des flux, mais tout à fait différents. Ça peut être, ça peut être des flux de matériaux, ça peut être des flux d'urbanisation, ça peut être des flux de femmes, ça peut être des flux de création artistique, etc. Qu'est-ce que ce serait des connexions? C'est là que je reviens à ce thème, pour m'enfuir à nouveau dans les mathématiques, mais ce n'est pas pour mathématiser quoi que ce soit. Lorsque certains mathématiciens opposaient aux prétentions de l'axiomatique ce qu'ils appelaient eux-mêmes un constructivisme ou un constructionnisme, à savoir, et ils précisaient, un calcul des problèmes. Car enfin, il faut peut-être supprimer le mot calcul, qui est trop planifié, mais enfin, ces flux indécidables, ces propositions indécidables, ces lignes de fuite, qui sont indécidables en ce sens qu'on ne sait pas du tout comment elles peuvent tourner. On ne sait pas quelle est leur charge révolutionnaire. Si, quelqu'un le sait, puisqu'elles ne sont pas tellement indécidables. Ceux qui prennent la décision d'en faire une matière révolutionnaire, car cela est possible, cela savent. Ils ne savent pas s'ils l'emporteront, ils ne savent pas. Mais enfin,
C'est donc pas du tout de l'indécis, l'indécidable. L'indécidable, c'est le caractère objectif d'un certain type d'événement ou de flux dans le champ social. Et en effet, après tout, l'axiomatique capitaliste, c'est une axiomatique, mais ce qu'elle peut prévoir, c'est extraordinairement minuscule. Or, je dis, si l'on accorde ces espèces de propositions indécidables constantes dans un champ social, est-ce qu'on peut dire que c'est... eh bien oui, il y aurait une réponse, là on l'a vu la dernière fois, que ce serait ça, ce par quoi le tiers-monde opposerait une espèce de force de résistance à cette axiomatique mondiale. Oui, on a vu pour quelle raison. En effet, Samir Amin évalue les possibilités de résistance du tiers-monde. Précisément en vertu de ceci que, à tous ces niveaux, les flux de matières premières, les flux alimentaires, les flux, y compris les flux de famine, les flux d'urbanisation bidonville, constituent des propositions indécidables. Mais ce sur quoi j'insiste encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'autant plus important pour nous tout ça que je crois à un vecteur dans cette axiomatique, par quoi la situation dans les pays dits du centre et la situation dans les pays du tiers-monde, bien sûr, ne s'homogénéiseront pas. Ça, il ne s'agit pas d'une homogénéité, mais peuvent devenir à leur manière, à elles, isomorphes. La tendance actuelle, si vous voulez, on avait dégagé une tendance propre à la situation du tiers-monde, et ça depuis longtemps, à savoir l'existence fondamentale d'un travail de type néo-esclavagiste, en appelant néo-esclavagiste. Ce travail qui est parfaitement et qui appartient parfaitement au capitalisme, qui est suscité par le capitalisme, mais qui se définit même plus et qui peut même plus être défini par la catégorie de salariat. Même quand il y a salaire, le salaire est tellement minuscule, ou le prix de la nourriture est tellement haut, que le type ne peut rien s'acheter. Donc c'est même pas du salariat quand il y a apparence de salariat. C'est pas non plus des survivances archaïques puisque c'est adapté au capitalisme le plus moderne. Puisque ça se fait dans le milieu des grandes plantations capitalistes hautement industrialisées. Ça se fait dans des usines de pétrole. C'est comme le travail intérimaire chez Dassault. Enfin, on ne peut pas dire que ce soit des survivances ou des archaïsmes. C'est des formes absolument adaptées à la situation, au capitalisme actuel, au capitalisme moderne. Cette poussée du travail noir, du travail de sous-traitance, du travail intérimaire, qui a été en Europe, encore une fois, pour la première fois analysée et signalée par les Italiens. Et pourquoi par les Italiens? Parce que les Italiens ont été la première économie d'un pays du centre à fonctionner sur cette base-là. Nous nous apercevons 10 ou 20 ans après que ça nous vient. Et ça nous vient, en effet. Et on nous dit que c'est une crise. Nous savons bien que ce n'est pas une crise. Nous savons bien que, là, quitte à prédire, je m'aperçois que tout ça est plein d'espoir. Quitte à prédire, on sent bien que nous allons vers une abolition du salariat. Et ça voudra dire quoi, une abolition du salariat? Ce ne sera évidemment pas la destruction du capitalisme. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Le capital subsistera comme rapport de production, même si il disparaît ou même s'il prend une autre forme comme mode de production. Le rapport de production sera encore le capital et déterminé par le capital. Le mode de production ne sera plus capitaliste, c'est-à-dire ne consistera plus dans le salariat. Il consistera en ce qu'il faut bien appeler néo-féodalisme ou, plus exactement encore, parce que ce n'est pas la même chose, féodalité et esclavagisme, évidemment, néo-esclavagisme. Et ce sera le travail noir, le travail intérimaire, le travail de sous-traitance, qui ne sera pas spécialement. Il pourra y avoir forme salaire maintenue, mais en fait, ça ne marchera plus comme ça. Ça ne marchera plus du tout comme ça. Vous me direz comment ça marchera. Vous pouvez avoir coexistence de deux régimes au niveau des modes de production. Donc vous pouvez avoir apparence de salariat, vous donnez un salaire de misère à un type. Et puis en même temps, ce salaire de misère, vous le forcez par exemple à le dépenser dans des, comment on appelle ça, dans des boutiques de l'entreprise. Bien.
Et d'autre part, une partie du salaire aussi, au lieu d'être donnée en argent, sera donnée par exemple en repas gratuits. Hein. D'autre part, ce ne seront pas des gens de l'entreprise sous forme de salariés, puisque c'est un personnel mobile. Vous voyez encore une fois l'article, on en a parlé la dernière fois, mais voyez le détail de l'analyse là dans ce que fait Dassault actuellement, récemment. Mais encore une fois, en Italie, ça a été fait déjà depuis 20 ans. Dans les pays du tiers-monde, voyez le peu, si vous vous rappelez, de les passages que j'ai lus du livre de Linhart. En Italie, et en Amérique du Sud, il y a très longtemps que dans les grandes entreprises agricoles ou fruitières, il y a espèce de forme où il y a salaire de misère, et puis la boutique de l'entreprise fruitière, par exemple, qui donne des choses au type, et puis quand la récolte est finie, bon, ils retournent dans leur bidonville, etc. On ne peut plus appeler ça du régime de salariat. Il faut appeler ça tel que c'est. Il faudrait trouver ou bien un nom nouveau, ou bien dire néo-esclavagisme parfaitement actuel. Dans l'expression esclavagisme, il y a quelque chose de gênant, évidemment, c'est qu'on a l'impression que c'est, encore une fois, une survivance. C'est absolument pas une survivance, c'est une forme tout à fait nouvelle, mais qui n'est plus le salariat. Et alors, bon, je prends l'exemple de connexion. Si je dis, bon, étudiant et tiers-monde, c'est la même chose. Ça veut dire quoi? Étudiant et tiers-monde, c'est la même chose, ça ne veut pas dire que c'est la même chose. Mais quitte à trouver une isomorphie révolutionnaire, puisqu'il nous a semblé qu'il y avait une isomorphie des formes états par rapport à l'axiomatique. Qu'est-ce qui définit des connexions révolutionnaires? C'est que les étudiants comme catégorie ont été aussi parmi les premières catégories à passer, à être entièrement marginalisés au sens de, et c'est pas fini, au sens de travail de sous-traitance, travail intérimaire, à commencer par les postes dans l'enseignement, où les formes de travail intérimaire ont pris très très vite une importance énorme. Or je dis juste, quand le travail, c'est pas du tout que le salariat me paraisse un régime formidable. Encore une fois, c'est pas ça qui m'intéresse. Je dis, la crise actuelle n'est pas du tout une crise, elle correspond exactement aux conditions actuelles de la formation du nouveau capital. Et c'est pas un moment à passer, c'est plutôt c'est le salariat qui a fait son temps. On va évidemment dans un monde complètement différent, qui à mon avis fait que, et c'est ça que je veux dire quant à cette histoire Samir Amin que je traîne, c'est pas au point pour moi, mais qui est ma seule réticence quant aux analyses de Amin, d'une certaine manière, compte tenu des différences fondamentales, d'une certaine manière, je crois que la situation au centre et la situation à la périphérie dans le tiers-monde tendront de plus en plus, non pas à s'homogénéiser. Or, les centres de décision constituent le centre, d'accord. Mais justement, le centre devient de moins en moins géographique. Et c'est parce que le centre se déterritorialise que l'acception territoriale qu'ils avaient, centre et périphérie, tend à perdre sa pertinence. Et que la situation au centre géographique et à la périphérie géographique tiers-monde tendent à devenir ou tendront à devenir de plus en plus isomorphes. Or, je dis dans le cadre des propositions indécidables, je dis, c'est évident qu'il y a là la chance de ce que j'appelle, si vous retenez cette différence terminologique, de ce que j'appelle la chance d'une connexion révolutionnaire, ou d'une connexion qu'on appellerait techniquement une connexion problématique, par opposition aux conjugaisons. Car enfin, il ne faut pas trop pleurer sur le salariat, puisque quel a été le grand coup réussi par le capitalisme récent? Le grand coup réussi par le capitalisme récent depuis la révolution russe, ça a été, évidemment, l'intégration du prolétaire européen à l'entreprise d'exploitation mondiale. À savoir, le prolétaire européen du centre était pris dans un système, justement l'axiomatique, qui faisait que bon gré mal gré, et de plus en plus de bon gré, il participait activement à l'exploitation du centre. Soit parce que industrie d'armement, soit encore sous des formes plus directes. Mais la compromission du prolétariat européen à l'exploitation du tiers-monde est un fait qui explique précisément tout ce qui a fait pour nous tous tant de problèmes quant à l'attitude des syndicats de tout temps, puisque les syndicats géraient les intérêts d'un prolétaire européen qui s'était tout à fait résigné
voyez un livre très intéressant, par exemple, à cet égard, comment le prolétariat américain a été pris dans une participation très active à la guerre du Vietnam. C'est un livre de Baran, B-A-R-A-N, et Sweezy, S-W-2-Z-Y, et ça s'appelle quelque chose comme le capitalisme monopolistique. Or, ça je dirais, la manière dont le prolétariat occidental européen et américain a été déterminé à participer activement à l'exploitation. C'est précisément le cas d'une conjonction axiomatique. Ça a été à force de faire des axiomes pour la classe ouvrière, etc. Ça a été toute la tendance social-démocrate. Ça a été en face à une longue histoire dans l'Europe et en Amérique. Une connexion révolutionnaire par opposition à une conjugaison, une conjonction axiomatique. Ce serait comme le mouvement, pas inverse, c'est pas des mouvements logiques simplement, c'est lorsque se ferait ou lorsque naîtrait la chance d'une alliance entre le tiers-monde exploité et une classe de travailleurs au centre, qui ne serait plus exactement prise dans le régime du salariat. Alors je dis pourquoi, est-ce que c'est simplement manière de rigoler quand les Italiens, là on dit c'est nous les Indiens, ou est-ce que d'une certaine manière, d'une manière infiniment plus tragique, lorsque le terrorisme allemand s'est comme vécu dans une espèce de connexion avec la guerre du Vietnam, et que tant d'ambiguïtés sont venues de là, est-ce que ça n'a pas été les premières ébauches, ou au besoin les premiers ratés pour l'élaboration d'une connexion de ce type? Mais ce que j'appelle l'ensemble des propositions indécidables, c'est dans la suscitation, dans l'opération par laquelle le capitalisme ne cesse pas de susciter des flux, à proprement parler, indécidables. La possibilité que s'établissent des connexions entre une situation qui tente à pas s'homogénéiser, encore une fois, mais prenons ce mot pour plus de simplicité, qui tente à s'homogénéiser au centre et à la périphérie, et à constituer là une espèce de matériau révolutionnaire possible. Voilà ma cinquième, enfin dernière, et que je vais laisser en blanc parce que je l'avais traitée il y a 3 ans. Donc, et que les espoirs se sont tellement confirmés depuis, donc je l'ai dit pour mémoire, parce qu'on va se coucher, on va assez, voilà, c'est le fait fondamental de la poussée et du développement et de l'activité des minorités. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, ça veut dire quelque chose, il me semble, de fondamental, n'est-ce pas, dans à la fois tous nos espoirs et presque toutes les autres dimensions sont suspendues à ce dernier article, à savoir le développement des minorités ou des mouvements dits minoritaires. Et pourquoi pourquoi? C'est que l'État-nation, ça va de soi, à quelle heure il est? Oh là là, je termine à 18. Hein. Alors, j'en ai plus pour... Alors, vous comprenez, ça va aller très très vite. L'État-nation, c'est évidemment, tous les États-nations se sont constitués par une espèce d'écrasement de ce qu'on a appelé parfois mouvement nationalitaire ou minoritaire. Il n'y a pas d'État-nation, et si les États-nations s'appellent et se réclament d'une nation, c'est précisément parce qu'ils se sont constitués par cette espèce de surcodage de tous les mouvements nationalitaires. Bon, on a pu considérer longtemps, peut-être dans le premier capitalisme, que les mouvements nationalitaires étaient écrasés et qu'à la place, s'étaient établis des États-nations irréversibles. Or, je tiens à distinguer ou à rappeler qu'on avait distingué ici, il y a quelque temps, 3 notions très différentes. Les majorités, les minorités et aussi les mouvements minoritaires. Et ce qui m'importe, c'est que minorité et mouvement minoritaire, c'est pas du tout la même chose. Majorité, c'est pas difficile. C'est pas difficile à définir.
je dirais d'une majorité que c'est un ensemble qui est adéquate à son propre critère. C'est ça une majorité. Ça paraît idiot, mais c'est très bien, c'est très vrai. Vous voyez, c'est du niveau des concours. Quand on nous dit dans les concours, d'ailleurs c'est complètement illégal, forcément c'est illégal. On nous dit dans les concours, dites votre avis sur ceci, dites quelle est par exemple la dame qui vous paraît la plus jolie, ou bien l'œuvre d'art la plus belle. Alors, vous gagnerez, mais vous gagnerez à condition à ce que votre choix coïncide avec celui des autres. Sinon, vous ne gagnerez pas. Vous voyez l'escroquerie, puisqu'on vous pose 2 questions à la fois, dites ce que vous préférez, mais on vous dit, attention, hein, il faut préférer ce que les autres préfèrent, parce que sinon, tu vas perdre. Alors, on se dit, ah bon, alors, est-ce qu'on me demande ce que je préfère ou ce que mon voisin préfère? C'est une situation de tension. La majorité, c'est ça exactement. C'est un ensemble qui renvoie à son propre critère, en sens que fait partie de la majorité, ce qui représente le critère d'après lequel on a préétabli la majorité. Qu'est-ce que c'est que la majorité dans nos pays du centre? La majorité, c'est européen, adulte, blanc, mâle, quoi? Ah non, voyons. Voilà. Au niveau de l'ouvrier même, qu'est-ce que c'est? Il y a une phrase que j'aime bien dans un texte de Yann Moulier. Il dit, bah oui, le critère retenu par les syndicats, ça a été ouvrier qualifié, blanc, de plus de 35 ans, etc. Bref, c'est l'homme quelconque. C'est exactement ça que Joyce appelait Ulysse. Ulysse, c'est-à-dire personne, c'est l'homme quelconque. Comme dit Ezra Pound avec esprit, c'est l'Européen moyen, sensuel, habitant des villes, honnêtement sensuel, habitant des villes, etc. Vous avez un critère de majorité. Ben, c'est évident que tous les hommes, blancs, mâles, adultes, comptent 2 fois, une fois dans le critère, une fois dans l'ensemble. Bon, voilà ce que c'est une majorité. Une minorité, c'est quoi? Ben, c'est un sous-ensemble. Minorité, c'est un sous-ensemble. Pas difficile. Comment il est défini, le sous-ensemble? Par opposition avec les critères de majorité. On dira une minorité, alors, par opposition à mâle, qui est un critère de majorité, ce sera femme. Ou enfant. Non, ah bah non, pas le contraire de mâle. Par opposition à adulte, ce sera enfant. Par opposition à mâle, ce sera femme. Oui, que je ne me trompe pas, par opposition à... Voilà. Par opposition à blanc, ce sera noir, jaune, tout ce que vous voulez. Par opposition à ouvrier qualifié, ce sera OS, enfin tout ce. Voilà, ça vous avez une minorité. Remarquez qu'on retrouve pleinement notre axiomatique à ce moment-là. Une social-démocratie se définit par ceci, qu'elle vous foutra autant d'axiomes que vous voudrez, enfin avec des limites, pour les minorités, à savoir les sous-ensembles. Ah, vous voulez des axiomes pour les enfants? Ben, on va faire des maternelles, d'accord. Vous voulez des axiomes pour les femmes? Bon, d'accord, l'avortement, bon, d'accord. Tout ça dans certaines limites, parce qu'il ne faut pas exagérer, mais il y aura des axiomes. Hein. On appellera totalitaire au contraire. Ceux qui refusent les axiomes pour les sous-ensembles, ils sont bien ici à voir. Bon. C'est ça une minorité. Qu'est-ce qu'il faut appeler un mouvement minoritaire? Bon. C'est ni l'un ni l'autre. Chacun sait que les minorités meurent. Soit des sous-ensembles dans lesquels on les insère, soit des sous-ensembles qu'ils se fabriquent eux-mêmes, qu'elles se fabriquent elles-mêmes. Elles sont foutues. Elles sont foutues, soit parce qu'elles font une opération à la lettre de reterritorialisation, soit parce qu'elles sont, comme on dit, intégrées dans un système, dans une espèce d'axiomatique. Qu'est-ce qui définit un mouvement minoritaire? Hein, c'est ce que j'avais essayé de dire une autre fois, donc là je résume très très vite avant qu'on se quitte, c'est la détermination vraiment là aussi d'une ligne de fuite. À savoir, le mouvement minoritaire par opposition à la minorité, c'est pas un ensemble, c'est un devenir. C'est un devenir. Bon, et ben alors qu'est-ce que c'est femme comme mouvement minoritaire? Ben, c'est le devenir femme. C'est pas un sous-ensemble, c'est le devenir femme. Mais qui c'est qui devient femme? Ben, la réponse toute simple, c'est que ce qui devient femme d'abord, c'est les femmes. Ah oui, c'est les femmes qui ont à devenir femmes parce que c'est elles seules qui sont en bonne position pour le devenir.
Mais si au contraire on considère être femme comme la propriété d'un sous-ensemble, c'est évident que c'est foutu. Elles ont l'espèce de secret ou d'exclusivité relative d'un devenir, mais pas du tout la propriété d'un État. Bon. Donc un mouvement minoritaire, c'est le tracé d'un devenir, et c'est exactement la même chose que dire le tracé d'une ligne de fuite. Or, c'est pas la constitution d'un sous-ensemble. Et en même temps que, je dis, les femmes ont à devenir femmes. Puis c'est pas tout. Les Black Panthers le disaient très bien, les Noirs, ils ont à devenir noirs. C'est pas fait du tout. Pas fait. Au contraire, parce que si être noir, c'est être comme était leur papa, ben non. Au contraire, si les Black Panthers ont eu un rôle et ont eu une importance fondamentale, c'est que précisément, ils ont lancé là, ce thème, cette espèce de connexion révolutionnaire, à savoir que les Noirs avaient à devenir noirs. Et que c'était ça. Et que c'était ça déjà, l'activité fondamentale. Que sinon, il serait un sous-ensemble, une minorité, bon. Donc, il ne s'agit pas ni de prendre la majorité, c'est pour répondre à la question, parce que comment expliquer que ça est toujours si mal tourné? Évidemment, dès qu'on veut prendre la majorité, c'est la catastrophe. Il ne s'agit ni de réclamer un statut de minoritaire, ni de prendre la majorité. Il s'agit de tracer ces lignes de fuite où quelqu'un, collectivement ou personnellement, se lance dans un devenir. Devenir noir des noirs, devenir femme des femmes, devenir juif des juifs, etc. etc. Bon, ben, c'est pas fait. Pas sûr que ce soit en étant, par exemple, pieux, que les juifs deviennent juifs. Je suis pas sûr. Hein. Alors, vous comprenez? Alors, j'ajoute tout de suite, mais si c'est ça, si même le noir a à devenir noir, si même le juif a à devenir juif, qu'est-ce que ça veut dire? Mais la conséquence pour nous est fondamentale, c'est que nous aussi, si le noir a à devenir noir, c'est que cette opération, ce devenir, est inséparable d'un devenir coexistant par lequel le blanc aussi a à devenir noir. Pas de la même manière. Ce ne sera pas le copier. Il a à produire son propre devenir noir. Quelque chose qui, si vous voulez, culmine, si vous consentez à l'idée que dans ce cas, ce n'était pas tout à fait de la poésie ou des mots. Non, l'espèce de grand cri de Rimbaud, oui, je suis un nègre. Oui, je suis un nègre, c'est-à-dire ça seul un blanc qui se lance dans une espèce de devenir. Alors le devenir noir du noir a comme corella un devenir noir possible, éventuel du blanc. Le devenir femme de la femme a pour corella nécessaire, indispensable, un devenir femme de l'homme. Ça, les Anglais, les Américains l'ont tellement compris. Et c'est pas en faisant les travelots qu'on devient femme quand on est un homme. C'est sans doute par des modes d'écriture dont les romanciers anglais et américains ont déjà, par des manières de vivre, par une affectivité, par toute une affectivité. Ce que je dis immédiatement, je le dis avant que vous me le disiez, a un aspect évidemment dégueulasse. Parce que ça semble vouloir dire, vous comprenez, ah ben oui, on te voit venir, vous pourriez me dire. Il faut que tu ramènes avec ton double devenir, tu ramènes finalement une espèce de maternage par le blanc, l'homme. Si le devenir noir du noir s'accompagne d'un devenir noir du blanc lui-même, on dit c'est louche. Hein. Alors il faut qu'il y ait un blanc qui se lance dans cette tentative, sinon le noir il ne pourrait pas tout seul. Je ne veux pas dire ça. Je veux dire, il faut que des connexions s'établissent. Il ne s'agit pas du tout d'un maternage. Ça peut tourner en maternage, ces espèces d'alliances. Alliance entre quoi et quoi? Ce serait ça une connexion. Ça veut dire qu'il faut que simultanément et de deux moyens différents, un blanc européen ou américain, par exemple, ou des, sorte de son ensemble majoritaire suivant une ligne de fuite. Et que simultanément, un non blanc, un non mâle, etc., sorte de son ensemble de minorités, suivant une autre ligne de fuite. Une des plus belles phrases de Faulkner, c'est dans l'Intrus. Il nous fait dire à un personnage, eh ben oui, après la guerre de sécession, avant la guerre de sécession, nous autres blancs, fait dire Faulkner, on n'avait qu'un choix comparable à celui qu'il y a eu au moment de la Seconde Guerre mondiale. À savoir, il fallait bien que nous autres blancs, ou bien nous devenions noirs,
Ça, cette formule dans Faulkner, elle est bonne pour nous au point de notre analyse. Ou bien nous devenions noirs, ou bien que nous nous retrouvions comme des fascistes. Oui, ça me paraît la formule toujours, ça. Ça ne veut pas dire qu'il faudra un blanc pour chapeauter, pour patronner le devenir noir des noirs ou le devenir femme des femmes. Ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut dire que c'est en même temps qu'un mouvement minoritaire se compose comme ayant deux têtes dissymétriques. Une tête par laquelle quelque chose fuit de l'ensemble majoritaire et quelque chose en même temps fuit de l'ensemble minoritaire. En d'autres termes, le mouvement minoritaire, c'est un devenir qui passe entre les deux ensembles, l'ensemble de minorité et l'ensemble de majorité. C'est pour ça que le mouvement minoritaire ne s'identifie pas à un ensemble minoritaire. On voudrait qu'il s'identifie à ça, on ne peut pas. En fait, il fait tache d'huile, il fait tache sur le blanc lui-même, il fait tache sur l'homme lui-même, etc. Ceci dit, bon, c'est ça une connexion. En d'autres termes, le devenir est toujours un double devenir. On ne peut pas aller plus loin dans les raisons d'espérer, à moins que, voilà, à la rentrée. C'est la vraie gaieté. À moins à la rentrée, suivant votre goût, là on n'en peut plus, j'imagine, mais on peut faire une séance sur tout ça si vous avez des choses à ajouter. Le devenir est un double devenir. Des petites feuilles jaunes. Oh, je crois qu'ils veulent des feuilles.